Ah, oh, ça fait rire quand je vois ma gueule comme ça, voilà, incroyable. Salut tout le monde, salam alaikum. Eh, je vous ai dit que les émissions d'Abdel, c'est pas celle de Eric, hein. Eric, c'est cadré, posé. Alors moi, en général, je fais ça aussi. Mais de temps en temps, vous allez voir, je vous amène en immersion de mon vie de clando. Et là, on est en plein dans ma vie de clando. Et notamment parce que je reçois mes enfants dans, euh, dans 3 jours et que je dois être prêt pour les préparatifs. Et je ne le suis pas du tout. Alors imaginez un petit peu ce que ça fait. En tout cas, je vous salue tous et toutes. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue en cette émission un peu spéciale puisque c'est ma petite dernière à moi. Alors évidemment, moi quand je dis c'est ma petite dernière, autant dimanche prochain, je suis libre, on part nulle part avec les enfants, les ordinateurs sont là et autant je vous fais une émission. Mais de façon générale, c'est un petit peu ma dernière et je voulais finir comme je finis un petit peu d'habitude, c'est-à-dire en interactivité complète avec vous, puisque je voudrais un petit peu qu'on clôture cette année. Ça fait quelques mois maintenant qu'on est ensemble. Qu'on clôture un petit peu l'année ensemble et que l'on voit qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission. C'est quoi que vous avez aimé, c'est quoi que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il faut absolument garder. Bon, si vous dites qu'il faut virer le présentateur, alors là, vous avez réglé le problème, hein. Virez-moi, comme ça, vous avez enlevé tous les inconvénients. Mais sinon, on va essayer un petit peu de faire ça. Donc, il y a Eric qui va vous envoyer le lien, qui va l'envoyer un peu à tout le monde. Alors, évidemment, c'est pas facile à monter, hein. Peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude et tout. En tout cas, on va prendre en compte les chats, etc. Et puis, on va essayer de changer. Alors, si vous voulez s'il faut que j'améliore ma coupe de cheveux, vous êtes dans la merde. Par contre, sinon, je suis prêt à tout. Donc, c'est une émission qui va être courte, mais en même temps qui va, je pense, qui peut être, voilà, un petit peu, une petite salutation, un peu, souhaiter de bonnes vacances à tout le monde et faire un petit peu le tour. Donc moi, si je commence moi, par exemple, bon, j'ai commencé cette émission, ça fait quelques mois. Je connaissais pas du tout Eric, je connaissais pas du tout TVADP, je connaissais pas le principe. Moi, j'ai les seuls avec qui j'ai collaboré, entre parenthèses, de façon aussi sérieuse, c'était Richard Boutry dans la Une TV. Richard Boutry, euh, c'était cette idée que les chrétiens et les musulmans peuvent œuvrer ensemble contre cet ennemi. J'avais aimé le concept et puis j'ai fait ça pendant quelques mois avant évidemment d'avoir toutes les ennuis et l'expulsion. Et puis Eric, par l'intermédiaire, je crois, de Claude Janvier ou je ne sais qui, avait souhaité que j'intègre l'équipe. Et c'est la deuxième fois que des personnes qui pour moi sont importantes parce que c'est des gens du métier, moi je ne le suis pas, euh, veulent bosser avec moi. Et ça, c'est quelque chose de très rare parce que ce que j'ai remarqué, par exemple, dans la dissidence, si je vous le dis de manière vulgaire, c'est un monde de fachos. C'est-à-dire qu'on est tous programmés pour être dans des cercles, mais vraiment de références qui sont presque racistes. Nous, on est programmés pour rester avec les Arabes, les Blancs sont programmés pour rester avec les Blancs, les Gris avec les Gris, et on voit ce phénomène se faire. Et puis, de temps en temps, il y a toujours un qui passe sous les mailles. Moi, à part Richard Boutry, j'ai jamais été invité nulle part et avec personne. Voilà. Donc, ni aucun, personne. Vous prenez tous les gens qui font des Marcel et compagnie. Pourtant, j'étais un des plus actifs, pour ne pas dire peut-être fait partie des 2 ou 3 personnes les plus actives. C'est-à-dire sur le terrain, concrètement, on avait la Red Family, on avait fait ces tracts, d'ailleurs, qui m'ont fait expulser. Mais la qualité des tracts, par exemple, pour expliquer aux gens qui ne regardent pas les réseaux en quoi c'était une arnaque, un jour, il faut que je vous montre ces tracts. Je veux dire, c'était un chef-d'œuvre. Ça a marché, mais grave, au point où je me suis fait remarquer, la DGSI, tout le bordel, dans le dossier de 300 pages, à un moment donné, ils parlent et ils disent des tracts simplistes, mais d'une redoutable efficacité. C'est le mot qu'ils disent. En fait, leur mot exact, c'est des tracts amateurs, mais d'une redoutable efficacité. Voilà. Et, euh, et pourtant, j'étais très actif. Je ne suis pas con. J'ai un minimum d'intelligence. Bon, c'est vrai que je suis pas allé à l'école, je lis pas des bouquins. Donc, j'ai une limite, tu vois. Et
mais ça n'a jamais passé le cap. Et quand j'essaie de moi de me rapprocher avec eux, c'est que des fins de non-recevoir, comme on dit. À peu près tous. Hein. Par contre, en tant que journaliste qui a interviewé, j'ai interviewé plus de 400 personnes et j'ai plus ou moins interviewé une grande partie des gens que vous avez dans la dissidence qui sont reçus d'ailleurs chez Eric ou ailleurs. Voilà, pratiquement tous. À part Soral que j'avais refusé, pratiquement tous, je les avais fait. D'accord. Et il y avait une espèce de questionnement chez moi qui est toujours pareil, c'est pourquoi les gens ils bossaient pas avec nous, ou en tout cas pourquoi ils bossaient pas avec moi. Et Eric et Richard font partie de ceux qui l'ont fait, des rares, mais en même temps pour moi ils font partie de ceux qui sont au-dessus du lot. C'est-à-dire tu prends Marcel D, tous ces gens-là c'est bien, mais c'est surfer, c'est utiliser un concept qu'ils avaient très bien. Marcel faisait des super vidéos pour arriver à brasser de l'argent et à tourner autour de lui une équipe et faire son journal. Mais c'est pas, c'est plutôt ces vidéos qu'il faisait qui étaient super marrants, qui étaient super bien faits. Après, le reste des interviews et tout, non, c'est pas là où ils sont le top et c'est pas là où ils excellent. Par contre, ce qu'ils ont fait avant, c'était excellent, mais moi, je kiffais, je le remettais, etc. Donc, dans l'interview ou dans le fait de recevoir des gens et de poser des questions, à part Richard et Eric et toute l'équipe qui est autour d'Eric, le reste, n'était pas de ce niveau-là. C'était un autre niveau, décrypter l'actualité, etc., etc. Donc moi, ça m'a fait vraiment, pour moi, ça a été un petit peu, c'est ce qui est venu contrebalancer, voilà. Parce que moi, j'avais un goût amer, je me disais, mais il n'y a que des fachos dans cette dissidence, en fait. Ils veulent se retrouver entre eux, entre écrivains, entre machins. Ils sont incapables de franchir les barrières. Sauf évidemment, il y en a qui le font, il y a des gens qui le font, il y a des dissidents qui le font, il y a des personnes qui le font, mais de façon générale, chacun est cloisonné dans son truc. Et moi, j'avais la chance d'être un touche-à-tout. J'avais la chance d'être à la fois militant, d'être à la fois faire du journalisme, d'être à la fois m'occuper de gosses. Et cette pluralité ou cette façon de faire beaucoup a fait que ben, j'ai pu m'épanouir. Et là, en tout cas, je suis très épanoui sur cette chaîne. Et je retrouve avec Jim tous les vendredis chez Richard. Et je peux me défouler là-bas. Donc, franchement, c'est très bien. Bon, ça, c'est de mon côté un petit peu ce que je pense. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais garder parce que je trouve que c'est très bien. Voilà. Donc là, je vais lire un peu vos commentaires. Un live avec, avec Scholler. Oh, je vous ai dit que je n'étais pas un rancunier, moi. Voilà, Bertrand Scholler, je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas un rancunier et je suis un mec qui comprend c'est quoi l'objectif final. L'objectif final, c'est la lutte. Donc, vous pouvez nous voir des fois nous disputer, nous chamailler, mais on ne va pas garder un fond de haine ou de quoi que ce soit. Voilà. Par contre, j'ai pas du tout sa façon de faire et tout, ça me convient pas du tout, mais c'est pas grave après tout. Moi aussi, il y a des façons de faire qui me conviennent pas. Dans, dans la lutte, ce qui compte, c'est pas que l'on soit tous homogènes dans la même chose, c'est que l'on soit synchronisé sur la façon, la stratégie de lutte. Donc ça, on n'en a pas. Pour moi, la dissidence, à part peut-être quelques-uns, tout ça, c'est eux ce qu'ils appellent de l'opposition contrôlée. En fait, c'est pas de l'opposition contrôlée parce que c'est pas l'État qui nous contrôle, mais tout ça, c'est du vent. La véritable résistance, celle qui est opérationnelle, c'est celle qui décrypte à la fois l'idéologie et à la fois la pédagogie sur le terrain. Voilà, les véritables mouvements, c'est ceux qui produisent de la pensée, mais qui vont aussi sur le terrain pour aller la partager, la diffuser et pour essayer de ramener un maximum de gens. Voilà, ça c'est le total. Donc, si il y a des gens qui font ça, ça va. Les gens qui sont sur que le réseau de la diffusion, le problème, c'est qu'ils ont saturé. Vous prenez par exemple Eric Montana. Bon, ça tient la route. Du lundi au dimanche, c'est des personnages différents qui animent l'actualité. On reçoit des gens tout le temps différents. Ça tient la route. C'est une forme de journal. C'est cohérent. C'est pas à eux d'aller sur le terrain, tu vois. Mais il y a toute une partie de gens qui ne font de la dissidence que parce que c'est simple d'être derrière une caméra et assis sur un canapé. Voilà. Aller au contact des gens, c'est très difficile. Aller convaincre des gens, c'est très difficile. Aller argumenter face à une foule, c'est très très difficile. Et quasiment la plupart d'entre eux n'y arriveraient pas. La plupart d'entre eux, vous les envoyez dans des quartiers, vous les envoyez dans des campagnes, voir les gens, ils n'y arriveraient pas. Voilà. Sauf si, évidemment, ils étaient au contact de tout un tas de gens qui font ça. Vous prenez par exemple les organisations politiques. Vous ne les voyez jamais, mais il n'empêche qu'à chaque élection politique, on tape à votre porte, toc, 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 il faut voter pour un tel. Ils ont toute une armada de gens, hein,
par intérêt ou par conviction, qui viennent faire tout ce boulot de aller voter pour lui, regarde son programme, tatati, tata. Nous, on ne sait pas faire. Voilà. À l'heure actuelle, chez les musulmans, ils ont commencé. Le CCIF, hop, ils l'ont dissous. Baraka City, hop, ils l'ont dissous. Tout mouvement, Tariq Ramadan, juste avant qu'il veuille se présenter à des élections, hop, ils l'ont attaqué. C'est-à-dire tout mouvement qui tente à s'organiser, il est décap. Ce que le système veut, c'est que l'on soit derrière une caméra et qu'on fait ce genre d'émissions. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé des outils pour faire en sorte que finalement, ça n'ait pas beaucoup d'impact. Voilà. Donc, on brasse du vent. Mais évidemment, ça ne fait pas plaisir de le dire et ça ne fait pas plaisir pour tous ceux qui se cassent la tête de l'entendre. Mais personnellement, moi, on brasse que du vent. Parce que opérationnellement, on n'est pas sur la masse. On est sur des minorités, des petits groupes. Là, je ne sais même pas combien on est là, mais voilà, ça vaut que dalle. Et à la résistance française, ce que j'avais aimé, parce que moi j'ai été bercé un peu par ça, c'est que quand les nazis étaient là, c'est pareil, hein, je veux dire que les nazis, que ce soit des soldats avec des armes qui sont dans votre pays et qui vous organisent je veux dire la dictature, ou que ce soit quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on sent de partout, la façon de faire, elle est pratiquement la même. C'est-à-dire qu'il faut convaincre un maximum de gens de ne pas suivre le système. Il faut convaincre un maximum de gens de ne pas se vacciner, de ne pas accepter et de se mobiliser. Donc, si on doit convaincre un maximum de gens, il y a deux possibilités. Soit vous avez accès aux chaînes mainstream, et dans ce cas-là, vous touchez des millions de personnes, vous n'avez pas besoin d'aller sur le terrain, il suffit que vous fassiez un journal et que vous ayez des millions de gens qui vous regardent. Soit il faut avoir des gens opérationnels sur le terrain. Voilà. Et comme on ne sait pas le faire, on produit des mecs qui produisent de la pensée qui servent à rien, si ce n'est à renforcer ceux qui s'y intéressent. Par exemple, vous qui êtes là, ben vous, ça sert à quelque chose. Vous, concrètement, ça sert à quelque chose. Mais si je vous pose la question, combien d'entre vous se retrouvent ensuite à aller sur le terrain? Combien d'entre vous se retrouvent à aller organiser des choses pour aller lutter contre certaines idéologies? Donc, si vous le faites, ben franchement, vous ne brassez pas du vent. Et bravo. Mais moi, ce que je vois de façon générale sur le terrain, parce que j'étais très actif et que j'ai des relais, c'est que même les anciens comme moi, ils ont déserté le terrain. Donc moi, j'ai été expulsé, et puis il y en a d'autres, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en prison? Qu'est-ce qui leur arrive? Aucune idée. Et ça, c'est un problème, ça. Parce que si on va dire, tu as Eric Montana, Marcel D, Richard, et eux, ils sont sur les réseaux. Mais si ensuite, nous, on est sur le terrain, ben ça va, c'est complémentaire. Ils produisent de la pensée, de l'info, on voit si on est capable, on voit s'il y a des outils, et puis nous, sur le terrain, on va diffuser ça et on va faire relayer ça. Or, par exemple, ceux qui font les relais, c'est quoi? La France Insoumise, par exemple. Vous prenez Gaza. La France Insoumise fait un super travail. C'est relayé, ça, exact. Nous, sur les réseaux, on fait un travail. Et on fait un bon travail. Donc, c'est bien. On peut être d'accord. Mais si tu prends, par exemple, au niveau de la gauche, sur tout ce qui est la vaccination et tout, ferme leur gueule. Sur tout ce qui est le système wokiste, ferme leur gueule. Allons à droite, eux, à part les Arabes et le foulard, ils n'ont plus rien à dire. Et puis, les fanfarons de l'extrême droite qui parlent des mecs de quartier, des trafiqueurs et tout, ils ont détourné des millions d'euros de subventions. Abus de confiance, en veux-tu, en voilà. Faux trucs de travail, etc., etc. Et pour couronner tout, leur futur président, c'est un décérébré qui a eu la note, accrochez-vous bien, j'espère que vous êtes accrochés, de 8 sur 20, sa moyenne. 8 sur 20. Voilà, 8 sur 20. Donc c'est un cancre fini. Et d'ailleurs, j'aimerais trop qu'il vienne au pouvoir. Comme ça, allez, bam. Comme ça, peut-être que dans ce chaos infernal, il va se passer quelque chose. C'est tellement le bordel qu'après tout, mettez des Bardella. Si on est aussi con que ça, et que si on n'est même plus capable de s'organiser, de se structurer, ou si on n'est même plus capable de descendre des millions dans la rue pour demander à ce qu'il y ait une vraie, à ce qu'ils arrêtent de se foutre dans notre gueule, ben que Bardella vienne.
et que toute cette clique-là de dégénérés vienne. Et puis ben voilà. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, excusez-moi. Donc je vais commencer à mettre les commentaires. Donc là, je suis en mode commentaire. Donc je lis Joanne de Culasse au deuxième plan, Ricardo, fausse dissidence. Les idiots utiles de l'oligarchie. Non, alors il ne faut pas comparer. Tous les gens qui font des lives et tout ça sont des gens sincères. Sont des gens qui sont contre le système. Quand je vous dis que c'est une opposition contrôlée, c'est que le système, si déjà on était à ce point efficace contre eux, bon, d'abord, ils nous auraient éliminés ou ils nous auraient censuré toutes nos chaînes pour qu'on ne passe pas. Donc, nous n'avons pas une efficacité au point de créer demain une révolution en France qui les fasse dégager. Nous avons un Ouais. petit pouvoir. Abdel, Ah, n'oublie oui, pas la Eric. censure. N'oublie pas la censure. N'oublie pas tous les Oui, gens qui sont convoqués par le service de justement, l'antiterrorisme. j'arrive à Euh, eux, justement. bon, Justement. Donc là, je parlais d'abord de la façon générale parce qu'il y a à peu près des centaines, voire des milliers de lives qui sont sur le créneau de dire que le système n'est pas bien. Et puis maintenant, nous allons arriver sur une poignée de gens dont nous allons tous en faire partie, la TV ADP, tout ça, d'ici quelques mois, quelques années, puisque au départ, ils vont commencer par, là actuellement, leur cible, c'est les écrivains. Au départ, c'était les gens opérationnels. Donc les Soral, les Dieudonné, les gens comme moi et tout un tas d'autres, on était la cible. Pourquoi? Parce que le terrain, c'est quelque chose qui est super important. Celui qui maîtrise le terrain maîtrise la bataille. Celui qui occupe le terrain occupe l'espace. Et ça, c'était notre boulot. Nous, on a mis en difficulté des maires et tout un tas de gens parce qu'on était hyper actifs sur le terrain. Il y avait des gens, pas forcément nombreux, mais juste un peu, ça suffit. Donc, ces gens-là, c'était la première vague, c'était nous. Petit à petit, Darmanin et tout ça, tout un tas de gens, même au niveau associatif, hein, les identitaires, bon, c'est des gens qui occupent le terrain, tu vois. Même si tu peux dire que c'est des fachos, mais bon, ils occupaient le terrain. Et il y avait quelque chose. Donc, ils dégagent un peu tout ça. Non, Soral, c'était tout ce qu'étaient les livres et tout. Soral n'était pas du tout sur le terrain. Par contre, il produisait de la pensée où, dans lequel je me suis retrouvé dans des espaces à parler de ça, par exemple égalité réconciliation, mais ce n'était pas du tout sur le terrain. Dieudonné était sur le terrain, par exemple. Dieudonné faisait des sketchs, il allait partout et il abordait ça. Donc il rencontrait des tas différents de gens dans toute la France, etc. Les écrivains qui se produisent beaucoup, qui font des conférences, sont sur le terrain. Les gens qui vont contacter des gens sont sur le terrain. C'est ça que j'appelle être au contact sur le terrain, c'est ceux qui vont se déplacer chez les gens. Donc vous avez des Marion Sigaud, vous aviez des Pierre Hillard, vous avez tous ces gens-là, ils allaient sur le terrain. Mais on va dire que petit à petit, ils ont quand même fait le ménage dans la place. Et du coup, maintenant, il leur reste quoi? Il leur reste à s'attaquer. Là, en fait, on est dans les dernières phases de la lutte contre tous les éveillés. La première, c'était les Raoult, les docteurs réticents, les infirmières. Bon, c'était tous les gens opérationnels qui ne voulaient pas respecter, rentrer dans l'ordre. Et maintenant, ils s'attaquent maintenant à tous les penseurs, à tous les. Et puis après, il y a aussi tous ceux qui vont monter des chaînes, qui vont avoir des chaînes. La chance de Eric, c'est qu'il n'est pas en France. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super important. C'est pour ça que Soral, depuis qu'il est parti en Suisse, là-bas, même s'ils peuvent lui faire des coups de Trafalgar, il est redevenu opérationnel à 100%. Là, il est redevenu vif comme il était. Alors que quand il était en France pendant un moment, lui comme Dieudonné d'ailleurs, ben, ils étaient étouffés parce que dès qu'il disait un petit mot, les convocations et tout le bordel. Et tout. Donc là, tu as Youssef Indy, Pierre Hillard juste avant lui, et des tas d'autres qui se font attaquer. Et je pense que la suite après, ça sera les Marcel D, l'équipe d'Eric Montana et d'autres. Parce que une fois qu'ils ont dézingué petit à petit les gens, alors comment est-ce qu'on les dézingue? En fait, on les met dans des procédures judiciaires. C'est tout. Quand vous êtes dans des procédures judiciaires, vous avez du mal à faire tout en même temps. Vous devez vous défendre, vous devez faire attention à ce que vous dites parce que vous savez que vous êtes vu, etc. etc. Voilà. À une époque, le fait d'avoir des penseurs pouvait susciter des révolutions.
C'est-à-dire qu'à l'époque, quand tu entendais un mec parler et dire des trucs de ouf, ça pouvait enclencher quelque chose sur le terrain. C'est plus, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je vous mets le meilleur, la personne la plus qualifiée pour vous parler de l'arnaque, par exemple, de la démocratie. Tu auras personne demain dans les rues. Si, quand je dis personne, c'est toujours pareil, majoritairement. Parce que, en fait, il faut comprendre pourquoi l'opinion ne bouge plus. Et l'opinion ne bouge plus parce que l'ingénierie sociale qu'ils ont mis en place pendant des décennies euh, doit arriver à un moment donné où on peut te dire la plus grande des vérités. Par exemple, on t'a vacciné avec un produit qui va te tuer. Tu n'auras plus la force mentale, psychologique, tu n'auras plus l'énergie de pouvoir te lever contre ça comme si tu venais réparer une injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs clés en chacun en nous qui sont complètement désactivés. C'est pour ça que les croyants vont parler d'un état de sorcellerie. Ceux qui ne sont pas croyants, ils vont vous parler d'un état d'hypnose. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? La sorcellerie, moi je vais vous parler par exemple de ce que j'ai vu concrètement, mais on est plein à avoir vu ça. C'est des personnes que l'on connaît qui sont très bien et d'un coup, en une nuit, là, maintenant, paf, elles se mettent à être complètement irrationnelles, etc. Elles disjonctent complet. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, elle change de voix, elle change sa figure, elle dit des trucs aberrants, elle parle d'une langue aberrante. Donc nous, ça, comme un peu l'exorcisme, si vous avez vu l'exorcisme, moi, j'ai eu la chance d'être en présence de cette personne-là. Alors, les docteurs, quand ils viennent, ils te disent c'est de la schizophrénie. Parce que, tu sais, ils ont besoin à chaque fois de te montrer qu'ils savent tout sur tout et qu'ils t'expliquent tout. Mais en vérité, cette personne-là, une semaine après, elle était redevenue normale. Voilà. Après être allé voir ce qu'il y avait à voir, tu vois. Mais alors, partons du principe qu'on va parler pour les gens non croyants, l'hypnose, c'est des parties du cerveau qui sont complètement désactivées. Désactivées à cause du fluor, votre brossage de dents, là. Vous êtes tous contents quand vous allez vous brosser les dents avec le fluor et tout ça. Ben, vous vous bousillez tous les dents. Quelqu'un qui a les dents jaunes et qui ne se brosse pas les dents, il a des meilleures dents que vous qui vous brossez tous les jours vos dents blanches mais pleines de fluor. Tout l'aluminium qu'on a dans le cerveau est partout. Les traits d'Alzheimer, ces autismes, tout ça. Et on ne parle même pas encore du corps, du dérèglement du corps, etc. Donc il y a tout un tas de gens, vous pourrez leur dire toutes les vérités que vous voulez, ça ne marche pas. Et c'est là où on n'est plus que sur un principe de vérité. C'est là où on bug tous. On fait des émissions dans lesquelles on met de la qualité, on fait une gens de qualité pour des trucs, pour dire des choses véritables, mais qui n'a quasiment très peu d'impact de l'autre côté. Je vous prends un exemple, vous. Est-ce que vous buvez des boissons? Dites-moi. Sincèrement, vous me le dites, hein, vous ne mentez pas. Est-ce que vous prenez. Salut Toto, salut tout le monde, salut tous ceux qui nous rejoignent, salut. Est-ce que vous buvez des boissons sucrées? Oui, je suis sûr. Bon, les boissons sucrées, qu'est-ce que l'on sait dessus? Chaque canette, il y a des féminisants, il y a de l'aspartame. Chaque personne qui prend de la canette rentre du féminisant, rentre des perturbateurs endocriniens et rentre tout un tas de processus qui lui bousillent son corps. Est-ce que vous avez arrêté? Est-ce que vous avez arrêté, par exemple, de boire des boissons? Non. Enfin, quand je dis vous, pas vous spécialement, mais ceux qui vont écouter cette vidéo, non. Je vous donne un autre exemple, les médicaments. Il n'y a pas pire que les médicaments. Les médicaments, ils ont sexualisé les poissons, les alligators. Donc, on a des chiffres maintenant réels, par exemple sur les hommes. Vous vous rappelez, est-ce que vous avez déjà entendu ces femmes qui disent putain, il n'y a plus d'hommes? Ils ont plus de cojones. En fait, ça n'a jamais été aussi vrai que cette phrase-là. En 10 ans, l'homme a perdu 50% de taux de testostérone. Il a une qualité dans ses spermatozoïdes qui sont tellement dégradés qu'il y en a plein, ils n'arrivent même plus à faire des gosses. Et quand tu remets ça aux poissons, donc nous avons l'eau avec les médicaments qui se retrouvent dans l'eau des égouts, ils vont être filtrés, ils vont passer par 7 bassins de filtrage différents. Et ils vont être rejetés dans les rivières, dans les eaux. Conclusion, des poissons qui ont des ovaires et qui ont des pénis
des micro-péniches chez les crocodiles, en veux-tu, en voilà, et tout un tas d'autres problèmes comme ça. Rien que dans l'eau qui est filtrée. Et la bouffe, bon, ben, la bouffe, si on se mettait à parler de la bouffe, on va tous pleurer. Parce que on peut parler dans certains cas, plus de bouffe, mais de produits chimiques. Voilà. Des salades en plastique, par exemple, de la viande synthétique, faite par imprimante, dans lequel il n'y a pas du tout de viande. Et pourtant, ils te refont le goût de la viande, la couleur de la viande et tout de la viande. Donc, ça n'a pas d'impact. Tu prends le climat, par exemple. Ils nous ont baratiné avec le climat et tout ça. Ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire que ce soit l'État, que ce soit eux, que ce soit nous, que ce soit n'importe qui, il n'y a plus d'impact sur la population. Le seul impact qui marche, c'est le portefeuille. Voilà. C'est de taxer les gens, de ruiner les gens, d'appauvrir les gens. C'est la seule chose qui influe des fois sur nous. Exemple, est-ce que vous prendriez votre voiture sans mettre la ceinture? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de payer et vous n'avez pas envie de perdre vos points. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent. En dehors de ça, la vérité n'est plus l'élément essentiel qui ramène la révolution tant souhaitée. Et c'est là où justement les mecs comme moi et comme Eric et d'autres, c'est là où nous, on a quelque chose que vous n'avez pas, vous les non-croyants. C'est-à-dire que, et dans les non-croyants, c'est pas tout le monde, hein, mais par exemple, une des dimensions qui fait bouger, on l'a vu dans la religion musulmane, dans la religion musulmane, il y a encore des gens qui, au nom de la foi, vont changer leur état d'esprit. Il y en a, par exemple, qui vont mettre le foulard. Il y en a, ils vont se faire pousser la barbe. Il y en a, ils vont prier tout le temps. Il y en a, ils vont. C'est-à-dire que la religion fait encore en sorte qu'on a des obligations, des impératifs et on les fait. Dans notre monde à nous, où on a mis la religion de côté, privé, on a presque mis de côté, les obligations, c'est quoi? C'est on va travailler, donc ça, vous le faites encore. Vous instruire, non. Normalement, c'est une obligation de s'instruire. C'est une obligation pour son esprit, pour qu'on ne s'instruit plus. Faire du sport, très peu maintenant de gens qui font du sport, il y en a de moins en moins. Même si vous avez l'impression que tout le monde va dans les salles de sport, il n'y a plus beaucoup de sport. Il y a aussi des trucs comme bouger. Euh, les derniers chiffres qui étaient sortis, c'est que déjà, tu as 80% de gens qui vont mourir là où ils sont nés. C'est-à-dire les gens n'ont plus de mobilité, n'ont pas de mobilité. Faut comprendre qu'à l'époque, dans la France ancienne, enfin, je veux dire, le fait de se déplacer, de marcher beaucoup, de travailler beaucoup, en fait, toutes ces notions-là, ça existe. Moi, par exemple, là, je suis au bled, je suis dans le monde rural, je suis dans la France des années 80. Je vous montrerai un peu, je ferai un petit tour avec vous à la fin pour vous montrer un peu ça. Donc, ça, c'est intéressant, c'est de voir comment était la France avant. Et là, ils sont très actifs. Vous prenez des femmes de 60 ans à 60 ans, incroyable tout ce qu'elles font toute la journée. La répétition des tâches, vous la voyez, ils doivent aller chercher de l'eau, ils prennent, ils vont nourrir les animaux, ils rangent les maisons, préparent les repas, s'occupent des petits, les hommes ils partent au travail, chalumeaux, moissonneuses-batteuses. Vraiment, tu te dis retour en arrière. Tu vois. Et ça, en fait, c'est leur histoire de génisme. Tu vois. Voilà. Et pareil pour les relations amoureuses. On n'est plus capable de rester avec une personne. Et ce qui est grave, c'est que tu peux plus rester avec une personne qui, soi-disant, normalement, tu as une femme, tu partages avec elle, etc. Les gens ne se supportent plus. Pendant le Covid, vous aviez deux phénomènes. Un, le nombre de bébés qui vont... pas le nombre de bébés qui va augmenter, parce que c'est vrai que la natalité de 2023 a démontré plutôt qu'il y a eu 700 000 naissances en moins. Mais le nombre de violences, par exemple, explosé de genre 120%. Les gens, tu les enfermes dans la même maison, ils se fracassent. Heureusement qu'ils travaillent, ils partent et qu'ils se voient que 2 heures dans la journée. Ils n'arrivent plus. Donc, ça, tout ce phénomène-là, c'est cet eugénisme. Donc, nous, les gens qui faisons ce genre d'émissions et qui nous basons tous sur la vérité ou faire prendre conscience, il faut qu'on trouve une formule pour
faire prendre conscience à des gens qui sont sous hypnose ou sous sorcellerie. Et pour l'instant, on n'a pas trop trouvé. Il y a eu la pandémie, par exemple, le fait d'être cloîtré chez vous, ça a été un déclic pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont se réveiller sur ce qui se passe quand ils vont être enfermés chez eux. Donc le fait de se retrouver seul à la maison, de ne plus aller travailler, d'avoir la vie qui s'arrête un petit peu, d'un coup, les gens ils se sont mis à réfléchir et ils se sont mis à raisonner et à comprendre des choses. Mais dès qu'ils repartent dans la vie de tous les jours, hop, ils sont complètement débranchés, etc., etc. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, je n'ai pas de solution, je ne sais pas qui va trouver la solution, mais en tout cas, tout ce que nous faisons là, c'est juste parce que nous n'avons pas trouvé un moyen de coordonner les gens actifs des réseaux et les gens actifs du terrain. On n'a pas trouvé une stratégie globale pour faire en sorte que nous puissions. Eric l'a fait, par exemple, quand il y a eu la marche, vous vous rappelez la marche de Mehdi, là, la marche en Égypte. Vous avez vu là, d'un coup, vous avez 7 heures d'émission, vous avez 80 personnalités qui viennent, vous avez tout un truc qui se fait. Bon, voilà. Ça, c'est un truc, tu vois, classe. Tu vois. Ça, c'est un truc. Voilà. Ça, voilà. Un objectif, un projet et tout un tas de gens qui vont en faire la promo. La finalité, c'est que ça a été zéro. L'Égypte a tout verrouillé. Mais qu'est-ce qui reste, nous, dans notre expérience? Il nous reste que c'est ça qu'il fallait faire. Et que si en plus on arrivait à combiner, à être opérationnel sur le terrain, alors là, on se retrouverait dans la même catégorie que je vous disais, c'est-à-dire des gens à abattre. Voilà. On se retrouverait des gens à abattre, c'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui auraient des accidents, qui vont tomber du 8e étage, etc. Ça, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que les gens qui vont entrer dans cette organisation, et surtout ceux qui en seront les moteurs, ils seront dans cette réalité-là. Mais au moins, c'est concret. Voilà. Et après, il faudra aussi trouver une manière de ne plus être sur les réseaux, de s'organiser en dehors des réseaux. Il faut trouver une manière de s'organiser à la fois nationale et à la fois locale. Bon, tout ce qu'a fait la résistance, tout ce qui a été fait plus ou moins, qui a essayé d'être fait pendant le mouvement des Gilets jaunes, dans le mouvement des Gilets jaunes, tout n'était pas à jeter. Il y avait plein de choses qui sont à garder. Ce qui était à jeter, c'était tout ce qui était ses leaders. Olive et tous ces clics-là, là, ça va, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le charisme ni rien. Ça, c'est juste des mecs qui font 300 000 vues sur un réseau, mais ce pas des mecs opérationnels. Rodriguez l'était. Rodriguez l'était beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé qu'il y avait du local et du national. Et que ce qui a fait qu'on n'a pas plié, c'est parce qu'on avait un système en face qui a démontré que lui, à part des gens qui un jour pèteront les plombs, sortiront les fourches et les dégageront, vous ne pourrez pas les dégager si ce n'est de façon pacifique en étant 30 millions dans la rue, comme ils ont fait en Algérie. Mais si vous n'êtes pas 20 millions de personnes dans la rue pacifiques, et si vous n'imposez pas le rapport de force par le nombre, vous ne changerez jamais la France. C'est fini. Et par la violence, ben, vous voyez bien qu'ils ont des répondants à côté. Donc si c'est de la violence, tu lances des cailloux, lâche l'affaire de suite. Voilà. Ça fait partie des réflexions, moi par exemple, que je partage avec vous en disant, l'année prochaine, est-ce qu'il est possible que l'on fasse des choses comme l'on fait là maintenant, on fait des émissions, etc. Mais est-ce que certains d'entre vous seraient OK pour être plus opérationnels? Moi, par exemple, j'avais distribué des tracts. Ça faisait rire au début beaucoup de gens, les histoires des tracts. Ben écoute, quand tu avais des milliers de gens qui avaient des liens, des QR codes pour aller dans des vidéos de professeurs, de docteurs et tout un tas de gens qui expliquaient ce que c'était que le Covid, d'un coup, nous, on était juste des passeurs d'informations, des messagers. Tu as des gens qui comprennent rien à ce que tu dis, ils sont dans leur monde de tous les jours, tu leur laisses un tract. Et parmi eux, tu as des gens qui vont regarder par curiosité. D'un coup, tiens, ils découvrent le poteau rose. Tu vois, c'est intéressant. Tu vois. Les choses comme ça, c'est opérationnel, tu vois. Soutenir des gens qui sont dans la lutte, par exemple, contre la pédo. Vous avez des mamans, hein. Vous avez Nadia, vous avez Inda, vous avez plein de gens qui tous les samedis vont lutter contre la pédo, etc. Ils sont complètement isolés. Moi, par exemple, j'aimerais bien que dans ces émissions-là, elles viennent,
et qu'elles trouvent en vous des relais, des personnes qui s'impliquent aussi avec eux. Tous les week-ends, tous les samedis ou les dimanches, elles sont devant les ASE, devant les trucs de ceux qui font des attouchements, des trucs comme ça. Elles dénoncent tout ça. Elles sont quoi? Elles sont une dizaine de mamans guerrières parce que certains, on leur a enlevé des petits ou des trucs comme ça. Bon, ben, à un moment donné, il faut que vous soyez là, vous aussi, ceux qui peuvent. Quand c'est à Paris, ben, faites l'effort. Vous partez 1 heure avec eux et puis vous êtes là. Et puis il y a d'autres thématiques. Voilà, l'arnaque du climat, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se mette contre ça aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vais essayer de coordonner l'année prochaine. C'est quelque chose qui me tient à cœur, que les associations de terrain, les gens de la lutte, soient mis à l'honneur et surtout que vous ayez les moyens de sortir un petit peu de cet enfermement qui est le numérique. Vous aurez beau écouter les plus si dans votre vie concrète, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de truc, c'est du vent. C'est du vent. Et ça, avec TVADP, on peut le faire. Puisqu'on on a une chaîne régulière, il y a du monde quand même. Quelque chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qui est abordable. Donc là, je vais demander à Eric d'envoyer le lien si certains veulent monter, si certains veulent s'exprimer, si certains veulent dire. On va commencer par exemple les choses que vous n'aimez pas dans mes émissions. C'est quoi que vous n'aimez pas? Quelque chose que je ferai, que je fais souvent et que vous n'aimez pas. Et après, vous me direz qu'est-ce que vous aimez. Donc je suis à l'écoute. Hein. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les émissions que je fais le dimanche? Est-ce que vous aimez bien déjà le format entre moi qui parle, les vidéos que je vous mets derrière, le fait qu'on puisse avoir une espèce de studio un petit peu professionnel, tu as vu, c'est-à-dire que c'est fluide, ça passe, il y a une charge importante d'informations. Voilà. Bah, s'il y a des choses, écrivez-moi-le en commentaire. Moi, je vais regarder et je suis prêt à améliorer tout un tas de choses. Voilà. J'aime pas quand tu parles. Ouais, bah, là, c'est ce que je te disais. Après, si c'est moi le problème, là, je peux pas réparer le problème. Hein. On peut pas se changer comme ça. Mais par contre, tout le reste, yeah. Tes petits-enfants, tout le monde est doté du libre arbitre, mais comme tu le dis, ils fuient leurs responsabilités et préfèrent être dans les moucherons. Exactement. Si vous souhaitez intervenir, voici le lien. Donc, Eric, vous envoyez le lien. Je me demande si les pic-pics ne les ont pas complètement changés. Alors, les pic-pics, elles font un changement au niveau biologique, elles font un changement au niveau mental, mais elles ne font pas encore des changements au niveau du raisonnement et tout ça. On a vu des gens qui commencent à perdre la mémoire, qui ne se rappellent plus de trucs, ça oui. Mais ce n'est pas au niveau du raisonnement et de l'intelligence. Bon format, respectez l'heure, s'il vous plaît. Oui, alors l'heure, c'est, voilà. En général, c'est toujours 7h30. Sauf que nous, on a un décalage de 1 heure et 2 heures. Donc, quand chez vous, il est 7h30, chez moi, il est au mieux, il est 6 heures, au pire, il est 5 heures. Et c'est l'heure où on doit aller sortir. Pourquoi? Parce que dans la journée, il fait 45 degrés. Alors, le format me plaît, c'est le fil d'idées qui est intéressant. Très bien. Change ta coupe. Moi, je pourrais essayer le punk. Bon, en même temps, Eric, il ne peut pas faire ça. Voilà. L'avantage avec moi, c'est que vous pouvez me parler de mes cheveux. Moi, je peux faire plein de trucs. Eric, lui, à part que je lui donne des cheveux et que j'essaye de travailler un peu, il ne peut rien faire. Voilà. C'est l'avantage d'avoir des cheveux longs. D'ailleurs, j'ai une moustache de blédard là, en ce moment. Je me fais pousser une moustache de blédard. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Mais à partir du moment où tu te piques, préfère te voiler la face. Euh, J'aime beaucoup écouter Abdel car tu es une belle personne. Ah, merci beaucoup, Tata Christine. Merci beaucoup. Alors, bon, chut. Eh, toi, tu vas manger mon sac? Le chien, il mange mon sac. Alors, je vous montre un petit peu le décor où je suis pendant que je vous lis en même temps et qu'on va essayer de voir. Donc là, je suis dans la France des années 90. Donc, c'est une France rurale. Comme vous allez voir, c'est des. Donc là, nous sommes dans un, comme vous direz-vous, un lotissement. Et vous avez tout un tas de gens ici qui sont sur des terres qui ne leur appartiennent pas. On peut dire que c'est des pauvres. La pauvreté, dans les années 80,
par exemple, un des trucs, c'est que vous n'avez pas le total égout. Là, par exemple, vous avez des gens, le système d'eau, je vous montre un truc, vous avez un système d'eau, donc les eaux usées, qui se déversent. Ils ont fait une espèce de petite pente dans laquelle l'eau se déverse petit à petit et va arroser, va loin là-bas, va arroser un petit peu les champs et tout ce que tu veux. Donc, vous avez des gens qui vivent, vous avez des moissonneuses, batteuses, des tracteurs un petit peu partout. Et ces gens-là, par exemple, Tonton, qui est là, un homme formidable. Il faut que je vous le présente. Tonton, je vais te présenter un petit peu à la France là-bas. Comment ça va, Tonton? Ça va. Alors, Tonton, il a parlé le français que quand il a fait l'école. Et dès que je suis arrivé ici, il fait que me parler français. Et je comprends tout ce qu'il dit et rien. Donc, Tonton, par exemple, c'est un gars extraordinaire. Pourquoi? Parce que le système, par exemple, de tri. Vous savez, nous, une télé, elle ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la jette. Un truc qui ne marche pas, on le jette. Ici, c'est on répare tout, même tout ce qui a l'air à jeter. Donc là, je vois, je passe mon temps à voir des choses qui sont mortes, que nous, on jette à la poubelle et qui retrouvent une seconde vie et qui marchent pendant des heures et des heures. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Ben, ça, c'était la France d'avant. C'était pas le gaspillage, c'était pas des bourgeois, c'était tout un tas de débrouilles. Par exemple, vous prenez un poste à souder, voilà, ça c'est le poste à souder, il a 1000 ans, il a travaillé 1 milliard d'années, et pourtant, il soude, il est là, il fait des tas de soudures, etc., etc. Moissonneuse-batteuse, elle a 1000 ans, et ben elle continue, ils arrivent, ils partout. Bon, ça, c'est quelque chose, par exemple, que nous, on a perdu en France, mais dès que tu pars un petit peu à l'extérieur, et dès que tu vois un peu le monde un petit peu des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, tu revois tout un tas de systèmes. Donc, l'histoire des systèmes des eaux usées, les toilettes ici, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font un immense trou, je ne sais pas où, et ils le jettent dans un trou. Voilà. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien. Hein. On est à côté, il n'y a pas d'odeur. Les animaux, alors là, c'est incroyable. J'ai retrouvé tout un tas d'animaux. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris que les canards, en fait, étaient élevés par des poules. Vous savez, les petits canetons, c'est des poules qui les élèvent. J'ai dit, c'est quoi cette arnaque? Oh, c'est un vol. Ben non, c'est comme ça. C'est-à-dire que les canards, je vais vous en montrer. Les poules, elles élèvent les petits canards. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous en montrer là. Vous les avez. Donc ça, c'est l'univers un peu dans lequel je suis. Donc les animaux, les. Donc là, vous avez des canards. Et c'est une poule qui les élève. C'est marrant, hein. Donc tout l'univers un petit peu, eh ben ça, c'était la France. Partout. Paysanne, près de la terre, de l'agriculture, avant qu'ils mettent en place les systèmes de ces grosses ces grosses firmes agricoles qui vont acheter tous les terrains des petits fermiers et qui vont commencer à faire des pesticides et tout un ensemble de choses parce qu'ils vont avoir des subventions avec la PAC et compagnie et toute l'arnaque qui fait que ben, les petits paysans, ils n'arrivent même plus à vivre et c'est les autres qui les prennent. Alors, je vous rappelle que vous avez le lien pour ceux qui veulent monter. Hein. Ceux qui veulent monter, ceux qui veulent échanger un petit peu avec moi, vous avez les liens. Donc là où je suis, moi, bon, enfin, ce que j'ai découvert en fait, c'est que moi j'étais au milieu donc de vous, au milieu de la lutte, etc. Et c'était ma vie, c'était comme ça. Et en fait, je découvre ici ce que je disais souvent quand j'étais en France, c'est-à-dire que je voyais beaucoup un petit peu les anciens qui nous racontaient leur monde, etc. En fait, je suis arrivé dans leur monde. Voilà. En venant au bled, c'est comme si je faisais un bond de 30 ans en arrière dans plein de domaines. Et du coup, c'est vachement agréable. Tu retrouves une qualité de vie, tu retrouves une façon de faire, c'est super propre, etc. Bon. Donc ici, quand je leur parle de Rothschild ou tout ça, ils disent, mais c'est qui ça? Quand tu leur dis la vaccination, les trucs comme ça, ils commencent à se dire, ah ouais, 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 ouais. Mais par exemple, ici, pendant le Covid, comme on est dans des petits villages, il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est tout, bah, les gens, ils se baladaient partout, ils allaient où ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas toute la restriction que nous, on avait, etc. etc. Donc, voilà, hein, les gens ici, ils sont pas ouverts au monde, ils comprennent pas tout ce qui se passe dans le monde, mais ils ont une qualité de vie. Ils ont une qualité de vie qui fait que, ben, franchement,
Nous, on est ouvert sur le monde et on est complètement déphasé. On est anxieux, il n'y a même plus de sens à la vie, il y a plus. Et le fait de vous remettre un petit peu sur le terrain, ou de faire la jonction entre les gens qui sont actifs et les gens qui sont sur les réseaux, pour moi, c'est une manière de retrouver du sens, de redonner du sens à tous ceux qui ne vont connaître que le petit écran. Voilà. Pour vous le dire autrement, vous êtes des gens bien, mais c'est comme si vous étiez des handicapés. C'est-à-dire que vous n'êtes capable que dans le virtuel. Vous faites l'effort, vous regardez les intervenants, vous prenez ci, vous prenez ça. Mais c'est comme si vous aviez un handicap parce que tout ce que vous allez acquérir, au fond, vous pouvez pas aller en faire quelque chose qui soit, tu sais, d'utile pour la masse. Et pareil pour ceux qui sont sur le terrain. Ils sont toujours sur le terrain et du coup, ils prennent pas le temps de s'informer. Par exemple, vous allez voir des gens sur le terrain, vous leur dites des trucs que nous, on réfléchit, ils vont vous dire t'es complotiste, ou ils vont vous dire non, pas du tout. Par exemple, va voir des mecs qui luttent contre la pédo là, tous les samedis, et tu leur dis Trump. Ils vont te dire quoi, Trump? Ben, Trump, ce qu'il fait, etc. Ça se trouve, il te dit moi, je sais pas ce qu'il fait, Trump. Moi. Nous, on est dans la lutte, on est dans le terrain. Tu sais, ils nous ont enfermés dans des cases. Et ça, c'est quand même assez décryptant. Donc, je vais demander à Eric s'il peut me rejoindre parce que on pourrait avoir aussi cette conversation un petit peu avec vous. Il nous reste pas longtemps, il nous reste encore un quart d'heure, donc ceux qui veulent monter, vous pouvez monter. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Si vous avez des choses qui vous plaisent, ben, vous les mettez en bas en commentaire. Ça, c'est des choses dont on va améliorer l'année prochaine. Mais moi, une des objectifs des émissions, ça va être donc de présenter l'info comme on fait. Donc, évidemment, à ma sauce à moi, et après, vous la mettez vous la comparez avec la vôtre. Et puis aussi, ça va être de faire intervenir beaucoup plus de gens, mais de gens actifs, de gens de terrain, d'associations, d'organisations, ou tout mouvement qui a envie qui a envie d'œuvrer. Voilà. Et de vous les présenter, et pourquoi pas que certains se trouvent dans votre ville, dans votre région, dans votre département, et que vous puissiez, vous aussi, commencer à avoir des bases opérationnelles. Voilà. Ça commence comme ça. Et puis, si ça marche bien, ben, vous pourrez être des gens actifs et en même temps, vous pourrez vous bouger. Merci Abdel pour le jugement facile. Ah ouais, le principe des gens comme moi, c'est ça, c'est de bousculer un petit peu. Donc, des fois, évidemment, on raconte des conneries, mais ça fait réagir. Ça va, Eric? Ouais, ouais. Eric, justement, un petit peu, donc c'est un peu la formule que je voudrais faire l'année prochaine, un petit peu, enfin l'année prochaine, ouais, c'est dans pas longtemps, quoi. C'est trouver un petit peu, comme vous faites beaucoup intervenir de gens, des écrivains, des mecs qui réfléchissent, des géopolitologues, des journalistes, des trucs comme ça. Moi, je vais essayer de ramener un petit peu des gens de terrain sur différentes luttes environnementales, etc., etc., et essayer de un petit peu l'émission avec. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends plus là? Là, je t'entends. Ah, je te dirais, essayer de compléter un peu l'émission avec ce genre de personnes, ça peut être sympa. Donc, ça peut prendre un quart d'heure à chaque fois, hein. Pendant un quart d'heure, on fait monter une personne qui nous explique ce qu'elle fait brièvement, qui nous donne ses liens, etc. Et qui pourrait servir ensuite aux uns et aux autres pour avoir des bases opérationnelles sur le terrain. Oui, oui. Donc ça, c'est une des réflexions que j'avais pour l'année prochaine. J'allais dire comme nouveauté un petit peu dans la chaîne. Alors, c'est pas tout le temps, mais dans le mois, si on pouvait faire monter deux organisations dans le mois, ça peut être pas mal de gens actifs. Évidemment, pas qu'en France, on va essayer en Europe. Mais comme j'ai la chance aussi d'être au Maroc et de connaître d'autres gens qui sont en Algérie ou ailleurs, faire intervenir aussi des gens qui sont dans d'autres pays et qui pourraient nous expliquer aussi ce qu'ils font, leur engagement dans d'autres pays, surtout sur les causes qui pourraient nous intéresser, comme par exemple Gaza. Gaza, c'est bien, on a vu qu'il y avait tout un tas de gens qui bougeaient un peu partout. Gaza, ça a été assez complet quand même, hein, puisqu'on a vu des gens opérationnels, des gens qui sont dans la réflexion, des gens qui sont dans l'action. Voilà. Mais il faudrait le faire aussi sur les autres thèmes, par exemple l'euro numérique.
L'euro numérique, ça arrive. Mais moi, par exemple, j'ai des amis qui sont en Chine. On pourrait faire intervenir des gens pour qu'ils nous expliquent concrètement ce que c'est que l'euro numérique, ce que c'est que le crédit social, comment ils vivent. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais proposer un petit peu. Et puis, je ne sais pas, Eric, après, si toi, tu as d'autres idées Non, pour notre dimanche. je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Alors, évidemment, il y a une différence entre nous, c'est l'âge. Moi, j'ai appris à devenir patient parce que je sais qu'il y a des événements sur lesquels il faut du temps pour peser. Et mon expérience de vie personnelle au service d'une cause qui m'est chère et que tu connais, hein, c'est la cause palestinienne. Il m'a fallu plus de 10 ans d'articles pour essayer de modifier la perception qu'avaient les gens des Palestiniens. Parce qu'évidemment, le narratif officiel, c'était un peuple de terroristes. On les désignait en permanence comme les méchants. Et moi, je me suis employé à essayer de rétablir la vérité. Et pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, la Bible démarre en disant « Au commencement était le Verbe ». Et c'est vrai que le Verbe est à l'origine de tout, quand il est utilisé au service de la justice et de la vérité. Et on sait qu'un peuple informé est moins facile à manipuler. Donc, quand tu fais ce constat-là, réinformer un peuple, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de fourmi qu'on ne peut pas mener tout seul, mais qu'on essaye de mener avec des gens qui font la même analyse, le même constat que nous. Et une fois qu'on a fait ce constat en commun, on se dit comment on peut faire passer cette idée pour qu'elle touche le plus grand nombre. Et là, la parole est importante. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des médias indépendants. Parce qu'on sait qu'en face, on a des instruments de manipulation de l'opinion publique. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que les médias mainstream, que tous les moyens de communication du système n'ont qu'un seul et unique objectif, c'est désinformer le peuple, l'orienter selon ses souhaits et manipuler l'opinion publique pour parvenir au but qu'ils se sont fixés. Nous, médias indépendants, on a le devoir de regarder les choses avec un peu plus de hauteur, un peu plus d'objectivité et surtout plus de méfiance. Parce que se fier aux médias mainstream, aux médias du système qui sont un outil d'oppression du système, c'est déjà réduire sa capacité de compréhension du monde dans lequel on vit. Alors, les médias indépendants comme les nôtres ont cette fonction de ramener un peu de réinformation dans l'opinion publique pour qu'elle puisse se forger une opinion plus précise au sujet d'un événement. Gaza, si on écoute les médias mainstream, c'est Israël a le droit de se défendre. En face, ce sont les animaux humains. Il est légitime de les affamer, de les massacrer, de les détruire, bref, de leur infliger le traitement qu'Israël est en train de leur infliger. Mais il n'est pas légitime de dire attendez, vous commettez un génocide. Or, ce sont les médias indépendants qui, à mon avis, ont contribué à rééquilibrer l'information dans le cadre de ce qui se passe à Gaza. Et les réseaux sociaux ont eu une fonction d'accélérateur de l'information extraordinaire. Aujourd'hui, le monde entier voit ce que fait Israël. Et malgré tous les mensonges,
toute la propagande, toutes les manipulations des médias qu'ils possèdent n'ont pas servi à faire basculer l'opinion publique du côté des oppresseurs. Et ça, c'est une première victoire. Alors, évidemment, tu as raison quand tu dis, OK, il y a les mots, et puis les actes. Il faut que ça se traduise dans la rue. Et je partage ton point de vue sur un point précis, justement, la puissance du nombre. La puissance du nombre. Bien évidemment, si on prend conscience de ça, on mesure le pouvoir que nous avons. Mais ça, pour arriver à faire ce constat-là et se dire je vais me joindre à tous les autres parce que le combat qu'ils mènent est juste, le combat qu'ils mènent nous sert tous, est utile à nous tous, eh bien, il faut que la réflexion fasse son chemin dans l'esprit des gens, Abdel. Et il y a des C'est là gens où tu qui dis qu'il faut du temps. C'est là où tu dis qu'il faut donc le temps pour que ça se voilà, fasse. voilà. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi un truc, Eric, qui m'a fait. C'est que le Covid, je pensais que le Covid, il fallait du temps. Et en fait, je me suis rendu compte que non, le Covid, quand c'est arrivé, il y avait clairement deux voies. Il y avait la voie de ce qu'ils appellent les complotistes, ceux qui ne voulaient pas se vacciner et ceux qui ne croyaient pas, ou en tout cas qui savaient que c'était des menteurs. Et puis, il y avait le camp adverse qui disait il y avait un Covid, etc. Et là, donc, les gens ont eu le temps. Mais vous savez, c'est quoi? Vous croyez qu'ils ont eu le temps de s'informer? La plupart, tu leur dis, alors on avait raison sur le Covid. C'est comme s'ils en avaient rien à foutre. C'est comme si ça, ils n'avaient même pas envie d'y réfléchir. Pour la masse, je parle. Hein. Je ne parle pas de tous ceux à qui ils sont réveillés et tout. Et c'est vrai que là, par exemple, c'est pas le temps. C'est comme s'ils étaient, ils avaient même pas envie. Après tout, c'est passé, on peut rien y faire. Tu sais, c'est un peu comme Kennedy. Ben, maintenant, c'est que la CIA l'a assassiné avec les Rothschild et tout. Et alors, ça fait quoi? Tout le monde s'en fout. Et j'ai l'impression des fois qu'il y a tout un tas de choses où c'est pas le temps, justement. Il y a tellement de sorcellerie que c'est peut-être quelles sont ces personnes ou quel est l'événement qui va enclencher quelque chose qui change la donne. Voilà. C'est peut-être un événement ou une chose, mais en tout cas, le Covid, ou 5 ans après le Covid, les natalités catastrophiques dans le monde, les maladies que tout le monde a, n'ont pas provoqué. En fait, j'ai même l'impression que. Attends, Ouais, Abdel. On a oui, reçu Philippe Guillemont. Tu sais, oui, cet ingénieur physicien oui. dont la réflexion et les analyses valent la peine d'être écoutées avec attention. Et il nous a expliqué, quand il est venu il y a deux jours, vendredi chez Claude, que le monde a basculé en 2020, au moment du Covid. Et qu'en fait, l'opération Covid, c'est probablement l'erreur fatale, l'erreur de trop qui a été commise par ceux qui ont organisé et planifié cette opération. Parce que depuis 2020, depuis l'opération Covid, il y a une séparation qui s'est faite entre les gens conscients, éveillés, informés, qui ont refusé de tomber dans le traquenard, et puis les soumis, les endormis, les gens qui manquent de volonté, de caractère, d'un minimum de culture. Et remarque, tu constates que ce sont les plus cultivés, les plus diplômés qui ont été les Sans les premiers vacciner. à le Ouais, mais faire. bon, les plus cultivés du Voilà, système, de voilà. l'école, de leur truc. Bon, voilà, Pas ça démontre, cultivés en culture. c'est Ouais, ça. c'est vrai. C'est la preuve Oui, d'un oui, mais échec. c'est vrai qu'il y a eu ce clivage, Eric, comme tu dis. Donc le clivage, moi, je le vois. Mais en fait, je n'ai pas vu le basculement, c'est-à-dire les gens qui pensaient comme eux
et qui, en masse, vont changer d'avis. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui me disent ouais, c'était n'importe quoi le Covid, mais ils ne sont pas conscients, par exemple, de ce que c'est une arme, destruction, qui touche à la biologie. Mais par contre, ils te diront ouais, on s'est fait arnaquer. Mais tu vois, ça s'arrête beaucoup à ça, tu vois. Il n'y a pas Ouais. de révolte de ce qui a été fait, tout ça. Bon, mais il faut peut-être un peu de temps là aussi Oui. pour que le nombre de victimes d'effets secondaires et le nombre de décès deviennent insupportables et impossibles à cacher. Parce que pour l'instant, on est dans cette logique-là. Les gens qui meurent à cause du vaccin ou les gens qui ont des effets secondaires à cause du vaccin sont comptabilisés de l'ordre de 1 à 5 d'après des gens informés, hein, comme le professeur Trito. Ce qui veut dire que le nombre de victimes réelles est infiniment plus important et que si pour l'instant ils ont trouvé le moyen de cacher ça à l'opinion publique, il arrivera un moment où cette vérité elle ne pourra plus être cachée et qu'elle explosera à la figure des gens. Moi, Oui. j'ai l'espoir. Philippe Guillemot pense, lui, qu'on est sorti de l'obscurité à partir du moment où ils ont déclenché l'opération Covid, parce qu'ils considèrent que c'est l'erreur fatale qu'ils ont commise et qui les démasque à la vue de tous. C'est un raisonnement qui se tient. Il dit aussi qu'on va traverser évidemment des moments difficiles, parce que quand tu prends conscience que ceux qui te gouvernent et ceux qui sont censés prendre soin de toi s'organisent pour que tu sois victime du programme de dépopulation mondiale, ça devrait nous rendre un peu plus prudents, un peu plus dynamiques, parce qu'on nous a collé le dos au mur. Nous sommes tous victimes potentielles du programme de dépopulation mondiale. Ben, Si c'est les pour gens ça ne que prennent pas conscience de ça, on peut rien faire pour personne. c'est pour ça que le truc que je comprends pas, quand tu dis, par exemple, quand lui, il dit que le monde s'est réveillé depuis 2020, moi j'ai l'impression que depuis 2020, l'humanité est foutue parce que de toute façon, avec tous les nanoparticules et toute cette biotechnologie qu'ils nous ont mis en face, même si le monde se réveillait d'un coup et serait prêt à un changement, en manipulant les ondes et en faisant tout ce qu'il fait, il serait capable de nuire à tout un grand nombre de gens, etc. Et du coup, j'ai l'impression que, à part les non-vaccinés, qui eux sont vraiment les gagnants de tout ça, toute personne qui est vaccinée, qu'elle soit consciente ou pas, c'est comme si on lui injecte un cancer ou un sida. Alors c'est vrai, elle sait maintenant peut-être ce qui se passe, mais que quelque part, c'est perdu à partir du moment où ton corps et que tu sais que tu vas finir, à moins de trouver une solution pour éviter, pour guérir de tout ça, ce qui n'existe pas. Honnêtement, j'ai l'impression qu'à part les non-vaccinés, et encore les non-vaccinés maintenant mangent des produits vaccinés, ils mangent des poules, des saumons, mais on va dire que c'est pas le même effet que de te le faire entrer directement dans le sang et dans les organes. Mais moi, pour moi, si tu veux, Eric, les non-vaccinés, c'est encore le seul espoir et c'est la seule chose, j'allais dire, qui peut encore peut-être agir. Mais tous les autres, ou en tout cas pour une majeure partie d'entre eux, énormément de maladies, de trucs secondaires, énormément de problèmes psychologiques, énormément de... Et moi, je ne sais pas si eux, ils pourront s'en remettre. C'est-à-dire même, tu sais, même d'un point de vue idéologique, comprendre ce qui leur arrive, ce qui se passe, etc. Je ne sais pas. Donc peut-être que lui, il dit qu'ils ont fait une grosse erreur. Moi, j'ai l'impression qu'en ayant vacciné tout le monde et surtout les gosses, ben, la dépopulation est en marche, la manipulation des génomes est en marche. Les gens qui meurent, ils ont des bêtes, des bestioles dans le corps carrément. Et franchement, moi, je suis plutôt, tu sais, sceptique dans le sens où, franchement, pour moi, il n'y a que Jésus et on est dans la merde, quoi. J'ai l'impression qu'on est là, quoi. J'arrive pas à voir d'espoir vu qu'ils ont vacciné 4 milliards de personnes, quoi. Ouais. Et en même temps, comme disait Philippe Guillemont, c'est l'erreur fatale, l'erreur qui les perdra. Ben, regarde Macron, par exemple, tu imagines que, bon, il a triché, c'est sûr qu'il a triché de toute façon. Mais tu imagines les divisions politiques que tu as quand tu as un Macron
au lieu qu'il y ait une mouvement là pour le dégager. Non, mais le plus grave, c'est que ça, c'est Tulsi Gabbard qui l'a déclaré au sujet des élections américaines qui ont été volées à Trump, mais aussi des élections françaises de 2017 et 2022, où elle dit que la France a utilisé exactement les mêmes programmes que ceux qui ont permis à Biden de truquer l'élection. Bon, mais chez les journalistes indépendants, on sait très bien que ni 2017 ni 2022 ne correspondent à la vérité. C'est impossible, impossible. Pour de Et, multiples raisons, j'avais suivi moi 2017 et on avait quand même relevé avec Journalistes sans frontières un nombre d'irrégularités tellement alarmantes que normalement on aurait dû annuler cette élection et puis recommencer avec peut-être même des observateurs internationaux comme on le fait dans les républiques bananières, parce qu'on en était arrivé là. Truquer les élections, ce sont des méthodes de république bananière. Et nous vivons dans cette république bananière alors, où il y a un les espoir. élections sont truquées. Il y a un espoir quand même. Là, les BRICS se sont réunis et ils ont mis un coup de première là. Ils veulent plus du dollar, ils veulent plus de ce truc-là et tout. Et du coup, ben, j'allais te poser aussi cette question. Est-ce que du côté de la Russie, des Chinois, de ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'il y a un espoir pour que justement l'emprise occidentale un peu satanique soit atténuée parce qu'il y a plein de pays finalement qui diront, écoute, on est beaucoup mieux avec les Russes et les Chinois finalement. Hier soir, on a reçu Alain Soral. Alain Soral, que j'ai vu défendre l'islam et les musulmans depuis 20 ans. Et il a été invité en Russie, ce qui prouve d'abord que Soral est respecté et considéré partout, sauf dans son propre pays, parce qu'il dit des choses qui blessent ou qui fâchent certains esprits fragiles. Il a fait un discours en Russie très court, mais où il a expliqué qu'il s'appuyait sur un intellectuel, un chercheur majeur, qui expliquait que à toutes les époques, quand le mal était au point de vaincre, il surgissait toujours une force opposée du bien qui venait soit ralentir, soit stopper l'avancée du mal. Et il a expliqué dans son discours que la Russie pouvait être ce que les Écritures appellent le katékon, cette force qui lutte contre le mal pour éviter qu'il ne triomphe. Parce que tu vois bien que l'Occident veut absolument une troisième guerre mondiale et Poutine fait tout pour l'éviter. Donc on peut situer le camp du mal du côté occidental et le camp raisonnable du côté du bloc russe, parce que ce sont eux qui freinent des cas de fer pour éviter qu'on s'envoie des bombes atomiques sur la gueule. Les nôtres, Macron, le Britannique, Merz, l'Allemand, poussent à un affrontement, à un suicide en fait, hein, à une destruction de l'Europe. Et Poutine dit, bon, voilà, ne jouez pas avec vos vies, quoi. Soyez gentils, restez à votre place et puis chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. En tout cas, Mais ils sont c'est intelligents. Hein. On a vu ce qu'ils ont fait avec l'Iran, là. C'était très, très intelligent ce qu'ils ont fait, là, en façon de faire, à la fois discrète et à la fois omniprésente, parce que ces ça. missiles-là, c'est eux. Poutine, Même la Poutine, a stratégie dit, militaire, en fait, c'était eux. Poutine a dit que lui ne faisait pas de la politique spectacle et que le soutien que la Russie a apporté à l'Iran n'est pas débattu devant les médias, mais d'État à État. Et là, tu fais la différence avec Trump. Moi, je m'excuse pour les Trumpistes convaincus, mais je n'ai jamais réussi à faire confiance à cet homme parce que je me souviens que lors de son premier mandat,
le président américain qui a pris les mesures les plus dures vis-à-vis du monde arabe et vis-à-vis des Palestiniens, ça a été Trump. Il a supprimé même la présence de l'autorité palestinienne aux États-Unis. Il a vraiment fait tout ce qui pouvait faire infiniment plaisir à Israël. Et je me souviens d'avoir lu toute une collection d'articles de confrères et de consoeurs arabes orientaux où il dressait la liste des actions que Trump avait menées contre le monde arabe et contre la cause palestinienne en particulier. Donc, je n'ai aucun espoir sur cet individu pour qu'il puisse régler la cause qui est chère à mon cœur, tu vois. Je compte davantage sur l'Iran, sur la Chine, sur la Russie, pour essayer de rééquilibrer les choses en disant, bah, écoutez, on vous demande juste de revenir dans le cadre du droit international pour éviter une guerre mondiale. Si le droit international existe, il n'est pas fait pour les chiens. Il n'est pas normal que la grande majorité des États du monde respectent le droit international et que l'Amérique, Israël et les caniches européens s'en dispensent. D'ailleurs, on peut dire qu'il est mort le droit international là. D'ailleurs, la France l'a déjà enterré. Ils ont voté que Netanyahou pouvait finalement passer sur le sol Il n'est pas français. mort. Il n'est pas mort parce que la Chine et la Russie continuent à s'appuyer dessus en disant si vous ne revenez pas dans le droit international, pardon, c'est la loi de la jungle. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Bon, ben, la loi de la jungle, Israël en a fait l'expérience avec l'Iran. Ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir manger l'Iran en une semaine et l'Iran leur inflige la défaite militaire la plus lourde et la plus humiliante de leur histoire. Ils n'ont jamais subi autant de destruction et de destruction importante. Hein, le siège du Mossad, je le rappelle, le commandement militaire, les laboratoires de haute recherche, ils ont pris, à mon avis, leur arrogance et Ils vont leur mettre des orgueil, années à s'en remettre. Hein. Ils vont mettre des années à s'en remettre de tout ça. Hein. voilà, à l'arrogance a succédé une épreuve d'humilité. C'est ce que j'appelle la justice immanente de Dieu. Aucun de nos actes ne reste sans conséquence. Israël a payé pendant ces 12 jours le prix de son arrogance et de l'illusion d'être tout puissant parce qu'il y a le grand frère américain derrière. Il se comporte Et comme encore, elle a eu de la un chance. enfant. Hein. Elle Il a eu se de la chance que comporte. les Américains sont venus lui demander d'arrêter à l'Iran. Hein. Non, non. Il se comporte comme un enfant mal élevé qui casse tout dans l'endroit où il est, sentant la protection du grand frère. Mais là, ce sont les Israéliens qui ont appelé les Américains en disant cessez le feu, on peut plus. On peut plus, on n'a plus assez de missiles pour se défendre et les destructions des missiles iraniens deviennent ingérables, insupportables. C'est Israël qui a demandé le cessez-le-feu. D'ailleurs, sur ça, ben moi j'ai changé par exemple d'avis sur Poutine. Parce que Poutine, au début, je m'en méfiais parce qu'il était au cercle de Davos, c'était un pote à Klaus Schwab, il a grandi dans les sphères des Lubavitch, fait tous Il les vient trucs du habituels. KGB, il vient du KGB, Ouais, il a fait mais son boulot. honnêtement, moi pour moi, il a été. Moi en tout cas, maintenant, je peux dire que lui fait partie des choses que j'ai changé d'avis. Au début, j'étais réticent, j'étais pas contre lui, mais j'étais loin. Maintenant, je veux dire, quand il fait une prise de parole ou quoi que ce soit, c'est la classe. C'est-à-dire, il a toujours les mots justes, il a toujours l'attitude juste. 80% de soutien, ils en rêveraient ici. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est un gars qui, voilà, qui heureusement qu'il est là parce que je ne sais pas dans quel état serait encore plus ce monde de fous. Parce que ce qu'ils font là, c'est pas mal. Donc j'espère que les BRICS vont aller au bout et que la puissance américaine et l'arrogance américaine va, puisqu'elle n'aura plus la force de la monnaie et même plus la force militaire, puisqu'en fait, la réalité, c'est que même l'OTAN ou les puissances occidentales n'ont plus la force militaire
pour imposer ce qu'elles ont imposé pendant longtemps, leur façon de voir le monde. Maintenant, ils en ont rien à carrer, les Chinois et les autres. Ça, c'est bien. En tout cas, moi, je suis très défaitiste, je vous le dis. Je trouve du réconfort dans ma religion et je trouve du réconfort dans le fait que de toute façon, c'est un test général, tout ça, là, tout ce que l'on vit, et que le véritable test, c'est d'être des gens bien, qui se comportent bien, d'être auprès de Dieu dans l'esprit, pour que l'éternité, nous ne la moisissons pas en enfer. Et c'est un peu l'état d'esprit d'ailleurs des Palestiniens et tout ça. Eux, ils disent, après tout, on n'est que de passage. Le véritable monde, c'est pas celui-là. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qui sont dans un état comme moi, un peu défaitiste sur tout ça, ben, le fait justement d'avoir cette proximité avec Dieu fait que je ne sombre pas dans la dépression. Je suis défaitiste parce que c'est le mot qu'on emploie, mais je ne suis pas déprimé. Pourquoi? Parce que quand tu fais ce qu'il faut, ou quand tu luttes, ou quand tu as compris et que tu refuses ces gens-là, quelque part, il y a quelque chose qui te libère. Oui, le monde, il s'écroule, mais ça ne sera pas à cause de nous. C'est parce que faute d'avoir essayé tous ensemble de les avertir, de faire tout ça et tout ça. Donc, quelque part, il y a une forme de quiétude qui remplace. Voilà, à l'impossible, on est tenu. On n'aurait Non, pas fait non, notre mais boulot, on serait triste. Mais nous, on a fait le euh, boulot. défaitiste n'est pas le mot juste. Parce que quand tu es croyant, justement, tu n'es pas défaitiste. Nous avons tous les deux foi dans le même Dieu. Moi, ce qui me rend justement optimiste, c'est la justice immanente de Dieu. Quand il dit qu'aucun de nos actes ne reste sans conséquence, qu'on fasse le bien ou le mal. Ça, c'est une loi universelle. Donc, même si aujourd'hui on se sent, nous, impuissants à régler le problème d'Israël et des Palestiniens, pour Dieu, ça n'est pas impossible. Et de toute façon, Israël récoltera ce qu'il a semé. Il a semé la violence, la haine, la mort. Il ne pourra pas vivre en paix au Moyen-Orient. C'est impossible. Alors moi, c'est pas Israël. Alors il faut savoir que moi, Israël, pour moi, ils valent rien. Les Palestiniens ont déjà démontré que ils tiendront tous leurs trucs et quoi qu'ils feront, c'est pas ça. Non, moi, c'est plutôt le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire quand je dis je suis défaitiste, c'est que de ma génération, en tout cas de nous, je ne vois pas quelque chose arriver comme dans certaines générations, on a vu Tu des n'as pas lu mecs le et des femmes livre brillants. de Klaus Schwab. Klaus De Schwab, quoi, le grand reset? ouais, il parle de nous. Il parle des gens qui refuseront de se soumettre au Oui, nouvel ordre mondial. Et il parle de communautés qui finiront par se regrouper en nations, qu'il appelle les nations pirates. Donc on sera probablement plus nombreux qu'on ne l'imagine mais aujourd'hui. ça, j'y crois, moi, hein, que je veux dire que nous, on va rester jusqu'au bout digne face à eux, quoi qu'ils nous fassent. Oh, ça, j'en doute pas du tout. D'ailleurs, vous le voyez vous-même, hein, on est expulsés, on a tous des problèmes. Mais en fait, non, je disais de les voir tomber, en fait. Il y aura des générations qui les verront. Par exemple, celle de Jésus, les verront. Isa alayhi salam, Jésus les terrassera. Mais en attendant, nous, ce que l'on voit, c'est l'aggravation du monde. Mais quand je dis du monde, c'est évidemment d'abord occidental, hein, parce qu'une grande partie du monde est encore en développement. Tu prends par exemple l'Afrique, il y a tout en développement. Tu viens ici, par exemple, c'est l'espoir, eux, ici. Il y a tout il y a tout il y a tout à faire. Alors qu'en Europe, tout est verrouillé. Donc, mais il n'empêche que ceux qui dirigent, ce sont les Européens, il faut dire la vérité, leur influence est énorme, et que, à part évidemment, peut-être chez les BRICS, où maintenant on commence à avoir une contrepartie, mais en tout cas, moi je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que les Macron et compagnie, ils ont encore de beaux jours devant eux. Et je suis sûr qu'après Macron, il y aura encore pire. Moi, je pense qu'après Macron, la France va vraiment sombrer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus personne qui tient la route. À part de Villepin, Et bien justement, il n'y a plus personne. on a parlé de ça hier soir avec Alain Soral, et on se réjouissait ensemble du nouveau ticket, si j'ose dire,
de Villepin, Mélenchon. Parce qu'il faut, moi je suis apolitique, hein, ces gens-là me sont insupportables, mais en même temps, je suis un observateur de la vie politique. Le seul qui ait gardé cette stature de gaulliste qui rappelle un peu la France d'avant, la France de Gaulle, euh, je pense que de Villepin a politiquement cette légitimité-là. Le fait qu'il s'oppose à la politique israélienne et qui a pour résultat qu'il a été condamné lors du dernier dîner du CRIF et qu'il a été désigné pratiquement comme le deuxième ennemi public numéro un avec Mélenchon. Bon, on risque d'avoir des surprises parce que à force de diaboliser Mélenchon et la France insoumise, qui est le seul parti qui ait le courage d'affronter le lobby sioniste chez nous. Et Dieu sait s'il est puissant, puisqu'ils veulent dissoudre la France insoumise, dissoudre un parti politique qui a des millions d'électeurs. Incroyable. Des millions d'électeurs. Incroyable. Voilà, c'est leur conception de la démocratie. Quant à De Villepin, il est trop pro-palestinien pour le CRIF, donc il est désigné comme un ennemi potentiel. Mais je remarque depuis un moment qu'en fait, ce genre de campagne n'a servi qu'à une seule chose, c'est à rendre la France insoumise encore plus populaire, à obtenir encore plus de votes, parce que les Français sont un peu fatigués du chantage à l'antisémitisme, Ouais, c'est vrai. d'être traités d'antisémites pour un oui ou pour un non. Pour un nom. Voilà. Et là, en l'occurrence, la défense du peuple palestinien, c'est quelque chose qui touche la conscience universelle. On est au-delà des partis. Mais le fait qu'un parti politique ait ce courage-là de dénoncer à la fois le génocide et à la fois être du côté du droit international, de la légitimité. Bon, visiblement, chez nous, c'est pas admis, tu vois. Le droit international, c'est pour tout le monde, sauf pour Israël. Sinon, tu C'est es vrai. antisémite. Sinon, tu es antisémite. Mais ensemble, comme ils vont devenir les ennemis publics du CRIF, moi, j'espère une réaction de l'opinion publique française C'est vrai, hein. Ça en serait cool, en vrai. solidarité derrière De Villepin et Mélenchon pour les coller au pouvoir, parce que de toute Ouais. façon, dans cette fange, ce sont peut-être les deux moins pires. Tous les Pire. autres, j'ose même pas Catastrophe. parler de l'extrême droite qui s'est vendue au sionisme par haine des Arabes. Pourtant, Dieu sait si l'extrême droite est antisémite. Mais là, en l'occurrence, elle accepte de faire ami-ami avec des gens qu'elle déteste, parce que les gens qu'elle déteste détestent les Arabes. Tu vois dans C'est quel vrai. merdier ils sont. Et Donc, tu as vu le niveau aussi, je veux dire, bon, même Marine Le Pen, en fait, elle était pas brillante, elle était nulle. Tu te rappelles le débat qu'elle avait? Mais franchement, Bardella, toi, tu crois vraiment que Bardella pourra se non, 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 présenter au non. Non, présidentiel? non, non, écoute, pour moi, tout ça, c'est du théâtre. Je dis Ah, voilà. simplement que si on va au bout de ce théâtre et que s'il y a moyen d'obtenir des élections non truquées, la candidature de Mélenchon et de Villepin pour essayer de rabattre un peu le caquet des lobbies, ce Ça serait serait génial. une bonne Génial. chose pour qu'on rééquilibre un peu la balance. Parce que Ouais, franchement, ouais. voilà, ça fait des années que nous, Français, on se sent traités comme des Palestiniens dans notre propre pays. On Ouais. voudrait retrouver nos droits légitimes. En tout cas, c'est vrai que là, on arrive dans une période de vacances, mais en même temps, c'est des vacances complètement amères parce que les Palestiniens, ben, c'est catastrophique, hein, ils continuent à mourir tous les jours. Si c'est pas la famine, c'est encore des bombardements, et franchement,
C'est insupportable, ne serait-ce que ça. C'est-à-dire que maintenant, on se demande même si, putain, mais qui va arrêter ce massacre, quoi? C'est-à-dire, c'est incroyable, quoi. Israël Jusqu'à ne fait quand que ils vont être charger, massacrés? Israël ne fait que charger davantage l'acte d'accusation qui sera dressé contre lui. Tous les jours, davantage. Tous les crimes qui sont commis par Israël sont identifiés et enregistrés. Israël devra rendre compte. Des Aujourd'hui comptes. ou demain, personne ne pourra échapper au droit Au international. droit. Eh ben, que Dieu t'entende, d'ailleurs, et c'est sûr, peut-être sur ces belles paroles, il est 20h40, que je vais en profiter pour vous dire à tous et à toutes que peut-être dimanche je suis là, on sait jamais, parce que je connais pas le programme, mais sinon, d'ici là, je voulais vous dire, profitez de vous ressourcer. À la rentrée, on aura besoin de tout le monde. Ne passez pas l'été dans la folie de tout ça. Pourquoi? Parce que, euh, bon, évidemment, eux, c'est en été qu'ils font le plus de conneries. Et dans les lois, c'est là qu'ils nous entubent bien, hein. D'ailleurs, ils ont gelé les avoirs de tout un tas de musulmans, d'organisations musulmanes. Il y a une chasse aux musulmans qui est faite en France qui est incroyable. Ben oui, Euh, Incroyable. Toutes les organisations, tous les gens qui ont été actifs, ou etc., ils ont coupé leurs comptes, des machins, ils leur ont pris des millions. Incroyable. Et c'est vrai qu'à la rentrée, il faudra être nombreux à dire aux Français que ce n'est pas les Noirs et les Arabes qui foutent le bordel en France de façon systémique et qu'il faudra que vous apportez aussi votre aide parce que à ce rythme-là, la guerre civile qu'ils veulent, ils l'auront. À ce rythme-là, on va avoir vraiment, hein, ce qu'il disait, hein, c'est-à-dire des affrontements civils, hein. ils veulent nous entraîner là-dedans. Ça fait un moment qu'ils essayent, hein. On a deux personnes qui versent de l'huile sur le feu en permanence. C'est Zemmour et Sarah Knafo, et même la fille de l'agent du Mossad, là, Roger Marion Maréchal. Ouais, Bon, euh, ceux-là, leur mission, c'est de verser de l'huile sur le feu toute la journée pour dresser les Français les uns contre les autres, et les Français en particulier contre les musulmans. Mais en face, on a aussi des forces, et je rends hommage publiquement à Alain Soral, qui fait un travail extraordinaire. Égalité et réconciliation est un outil formidable pour réconcilier des gens de toute origine et de ouais, toute condition. Et je le dis toujours, et je le répète ce soir, j'espère que l'histoire lui rendra justice, parce que chez nous, il est particulièrement maltraité. Plus de 80 procès en 20 ans. Il y a peu d'hommes qui ont été, à part Dieudo, poursuivi. victimes de harcèlement ou de tentatives de destruction de vie, autant qu'Alain Soral et Dieudonné. Ouais, Euh, J'espère que l'histoire leur rendra justice, parce qu'ils ont contribué à éveiller les gens sur un certain nombre de sujets où on nous a beaucoup, beaucoup menti. ouais, ouais, Je malheureusement. fais juste une parenthèse, si tu permets, Abdel. Je veux informer nos amis internautes que le 31 juillet, on ferme la boutique pour une semaine. On est tous un peu au bout du rouleau. On a tous besoin de se vider la tête, de se déconnecter des téléphones, des ordinateurs. On va faire une cure de numérique. Le numérique hors de notre quotidien pendant au moins une semaine. Ensuite, on vous diffusera en fonction de notre disponibilité, puis de nos envies aussi, des reportages ou des documentaires qui, vous le savez, TVADP a pas pour habitude de remplir le silence de conneries, mais plutôt de choses qui vous aident à réfléchir, à vous informer. Donc on fera ça pendant le mois d'août. Euh, bon, un peu de temps en temps, parce que moi aussi j'ai besoin de me régénérer. On redémarre le lundi 1er Premier. septembre avec le doc Loridan.
Je vous annonce officiellement qu'à partir de septembre, Tariq Ramadan sera chroniqueur régulier chez nous. Il viendra participer à une émission par mois pour qu'on puisse faire le point sur l'actualité, parce qu'il est important de donner la parole à ceux qu'on ne voit plus sur les médias mainstream, et que nous, médias indépendants, avons le devoir de recevoir. Et puis, vous savez tous, l'amitié qui me lie à Tariq, l'estime et le respect que j'ai pour lui, c'est pour nous un grand honneur et un privilège de le compter dans notre équipe, parce qu'il va contribuer naturellement à enrichir la réflexion collective. Alors, ouais. Et alors, tu as Guillaume qui te dit, Abdel, est-ce que tu... fais attention quand même, Eric, parce que tu sais qu'Abdel, il est dans table 700. Ouais, ouais, ouais. Oh putain, on dirait que je pars en vacances. Hein. Non, non, mais c'est Eric, quoi? maintenant on est à table 800, frérot. On a évolué, on est table 800, table 700. C'était la première version. Maintenant, on est à 800, frérot. Ça y est, on vieillit un peu quand même. Ouais, ouais, il y a de la marge, il y a de la marge. Il y a de la marge. En tout cas, merci Eric. Profite aussi bien de tes vacances. Profitez tous de vos vacances. Et puis à la rentrée, on sera opérationnel et motivé, Inch'Allah. Et puis on continuera à faire ce petit travail avec vous. En attendant que la providence, que Dieu, Allah, nous fasse grâce d'un déclic, ou en tout cas de Oui, quelque chose de. En tout cas, c'est vivre, ce que l'on souhaite pour les Palestiniens. vivre avec le Qu'est-ce- sourire, Tariq Ramadan, oui. Tariq Ramadan, oui. Parce que si vous croyez toutes les conneries qui ont été racontées sur son dos, par les mêmes qui sont sur le dos de Dieudonné et de Alain Soral, et puis d'autres membres de la résistance, c'est que vous n'avez rien à faire là. Ouais, Si Pêcheur, il a vous morflé, et il a vraiment morflé pour rien. Et en plus, enfin, je veux dire, même les flics ont fait la constatation, les rapports sont S'il posés, ne s'appelait on pas sait tout Tariq ça. Ramadan, il serait sorti le soir même. Ouais, ouais. Même Soral le dit. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, ouais, Donc, c'est un truc de fou ce monde. Hein. Tous les gens bien, ils morflent, ils donc, se font il attaquer faut, en pleine il promenade. faut s'unir, il faut se réunir, les catholiques, les chrétiens, les musulmans, les juifs qui veulent se joindre à nous dans un combat pour plus de justice. En tout cas, tous ceux qui ont encore un cœur et une conscience sont les Grave. bienvenus. À partir de la rentrée, vous allez voir, on vous réserve quelques belles surprises. On a plein de gens passionnants à vous faire pas découvrir, parce que la plupart d'entre eux sont connus de vous tous, mais qui vont nous faire l'amitié de venir s'exprimer sur Encore. TV ADP. Voilà. En tout cas, Mon cher merci Abdel, Eric. Alors, si, au fait, je suis apiculteur, là, je vais aux abeilles et je commence à avoir du miel. Donc, si ça vous intéresse d'avoir du miel, j'en achemine en France. Vous avez mon adresse mail qui est là, abdelzahiri161@gmail.com, et ce sera avec plaisir que je puisse vous fournir du miel pour ceux qui en veulent. C'est pas du miel de Chine ou du miel chimique ou du miel, je sais pas quoi. Hein. C'est du miel, du vrai voilà. miel. Va bien. Merci Eric, merci tout le monde. Je fais un gros bisou. À bientôt. Merci. Merci à Ciao, ciao. Caroline qui a modéré le chat. Merci Caroline. Amis internautes, Et vive la table 800. 900, 1000. 1000, allez, tiens, 1000. On va s'arrêter à 1000. Allez, ciao. Ciao, ciao.